Bon, écoutez, nous avons un temps limité, mais voilà. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous, en tout cas ceux que je n'ai pas eu la chance de saluer avant que cet après-midi débute. Je tenais tout d'abord à remercier les responsables, les représentants d'AgriDroit que vous venez d'entendre, donc en la personne de Jean-Baptiste et de Hubert, de m'avoir sollicité pour faire un premier retour avec un peu plus de recul sur cette fameuse loi du 14 février 2022 qui, hasard des dates institutionnelles, n'est-ce pas, le 14 février, va nous faire aimer le statut de l'entrepreneur individuel en agriculture. Et j'avoue qu'à ce jour, alors qu'a priori tous les textes réglementaires sont publiés, le dernier au mois de juin dernier, donc malheureusement, je vais dire dans les codes ouvrages, les codes papier, vous ne trouverez pas trace de ce texte. Ceci est l'avantage de la plateforme et de sa réactivité en termes d'actualisation, c'est-à-dire que d'ores et déjà vous avez les textes codifiés sur la plateforme. Donc il y a aussi cet avantage. Je fais partie de cette génération papier où j'ai encore l'habitude de travailler avec les codes, les documents, un peu le défaut d'imprimer, c'est pas tout à fait très agroécologique ou écologique tout court, mais voilà, donc autant vous présenter les côtés positifs quand il y en a, et c'est vrai que cette réactivité, eh bien, ça permet effectivement d'être à jour des dernières connaissances, des dernières informations, des dernières normes. On est sur quelque chose quand même d'assez, j'allais dire, étonnant, déconcertant, pour ne pas dire déstabilisant sur certains points. Je pense que dans ce que vous aurez, lorsque vous aurez écouté surtout l'intervention de Lionel Manteau après la mienne, je ne suis pas sûre que vous soyez aussi pétri de vos certitudes que vous l'étiez en rentrant dans cet amphithéâtre. Je ne suis pas sûre non plus que cette loi, alors on peut critiquer, je sais que j'ai certains de mes collègues universitaires qui l'ont vraiment critiqué ouvertement en disant que c'était une loi à la veille des élections, avec des finalités, voilà, vous pouvez bien comprendre. Je pense qu'elle répond quand même à un besoin, une attente sociologique ou sociétale, comme vous voulez. Et comme toutes ces lois un petit peu qui viennent nous brusquer, et je vais dire nous maltraiter intellectuellement, elle a un côté positif, c'est-à-dire qu'elle va nous pousser à aller jusque dans l'analyse au laser d'un certain nombre de notions que l'on considérait acquises et, j'allais dire, si vous me permettez cette image, que l'on appliquait tranquillement assis dans notre fauteuil sans se poser de questions. Alors en matière agricole, bien évidemment, on a déjà eu une première salve avec les problématiques SAFER, qui est en phase, je pense qu'aujourd'hui est en partie résolue. On a une autre salve qui va apparaître sur l'application conjuguée avec l'impérialisme et l'ordre public du statut du fermage. Et je pense que sur ce point-là, Lionel vous en dira bien plus tout à l'heure, je pense qu'on n'a pas fini de se poser des questions et de voir comment on va appliquer des législations qui n'ont pas au départ été pensées pour être appliquées ensemble. Je vous rappelle, statut du fermage, 70 ans, donc on était à une autre époque, avec une autre philosophie, une autre finalité. Et aujourd'hui, on se trouve avec ce texte qui veut de la simplification et surtout, c'est un texte qui a une finalité, alors que je connais bien, puisque c'est, je vais dire historiquement, dans mon vécu professionnel, je suis arrivée au droit par ce biais-là, qui vient du droit des entreprises en difficulté, qui vient de la volonté de préserver la personne qui exerce en nom propre du risque de défaillance, tout en lui conférant ou tout en lui accordant une possibilité de rebondir. C'est ce qu'on appelle la fameuse théorie du rebond en droit français,
qui existe depuis 2005, en fait, qui a été vraiment inscrite dans le droit en 2005, même si les prémices remontent à la loi de 1985, qui est le texte socle aujourd'hui des règles qui sont applicables. Mais cette théorie du rebond, elle a été aujourd'hui valablement consacrée par une directive européenne de 2019, dont on a transposé les règles en droit français par une ordonnance du 15 septembre 2021. Alors peut-être effectivement en France, du coup, ça a été un peu plus facile de transposer cette directive, contrairement à d'autres droits de l'Union européenne qui n'avaient pas cette culture de la théorie du rebond et qui envisageaient essentiellement le droit de la défaillance, le droit du traitement des difficultés des entreprises, de manière classique et historique, je n'allais pas dire presque séculaire, puisqu'en fait c'est un pan du droit qui remonte au droit romain, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc pourquoi procédure collective, hein, j'arrive au terme qui fâche un peu parfois. Eh bien parce que si on reprend l'expression entière, c'est procédure collective de paiement. Donc du coup on a une évolution qui est très nette dans notre droit, mais par exemple en droit allemand, telle n'était pas la question, on était resté foncièrement jusqu'à pas très longtemps sur un système collectif de paiement lorsqu'il y avait une insuffisance de trésorerie pour payer une pluralité de créanciers. Donc là-dessus, alors quand on a compris ce fil rouge, on va comprendre pourquoi le droit a évolué de cette façon-là et pourquoi on met en place tous ces dispositifs. Alors ça va nous changer un peu, puisque si je regarde à peu près la moyenne d'âge des personnes ici présentes, on est sur des juristes ou qui ont eu une formation juridique avec la célèbre théorie de l'unicité du patrimoine. Eh bien, il faut remettre un peu à zéro nos compteurs en matière de connaissances et me dire, effectivement, on va arriver avec des situations où de plein droit, automatiquement, on va avoir un mécanisme de scission patrimoniale pour cause d'activité professionnelle indépendante. Donc voilà. Alors ceux qui n'avaient pas travaillé, c'est pas complètement nouveau, mais ceux qui n'avaient pas travaillé sur le IRL depuis 2010 ou qui avaient évité le IRL en disant qu'est-ce que c'est que ce machin, c'est encore un outil qu'on ne comprend pas, qui ne sert à rien. Je ne penserai pas du tout aux banquiers, absolument pas en ce moment. Qui ne voulaient pas en entendre parler, qui refusaient même d'accorder des financements puisque cette scission patrimoniale leur posait un certain nombre de problèmes. La culture du cautionnement solidaire et indéfini du dirigeant de société laissait des traces, hein, et elle en laisse encore. Et donc, dans le quotidien, effectivement, il est fort probable que nombre d'entre vous n'aient jamais été confrontés à un dossier dans lequel il puisse y avoir un patrimoine d'affectation EIRL. Alors ça, c'était avant. Maintenant, il va falloir être forcé, alors avec des particularismes, des adaptations. On a remis l'ouvrage sur le métier. On a essayé de refaire du plus simple, du plus vendeur, si j'utilise un outil marketing. Et de toute façon, c'est un produit forcé, si je puis dire. C'est une vente forcée, si je veux utiliser un terme de droit de consommation, parce que ça se met en place de plein droit, sans aucune formalité. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour, un petit flashback, un petit retour en arrière pour savoir où, quand, quoi, comment, qu'est-ce qui se passe, où on en est, avant de laisser la parole à Lionel Manteau pour qu'il vous explique par le détail du menu la composition, le fonctionnement et un certain nombre de difficultés ou de questions qui peuvent encore surgir. Et de toute façon, on ne connaît pas forcément toutes les questions qui sont en cours de germination, puisque c'est un système qui nous posera quand même quelques difficultés. Alors, vous voyez, si vous voulez, tout le dispositif, l'appareillage, j'allais dire normatif, il est sorti, il a été publié au journal officiel entre le 14 février et le 14 juin de ce printemps, avec à chaque fois des textes. J'ai un petit souci sur une ligne, je vous prie de m'excuser. C'est donc le décret du 26 avril 2022 sur la mise en extinction de l'EIRL. Donc en fait, on a, ça c'est l'essentiel. L'essentiel de ce texte, c'est la mise en place du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel,
avec toutes les conséquences, tous les outils réglementaires qui sont nécessaires à ceci, y compris jusque dans le volet traitement des difficultés financières. On a 2-3 petites bricoles à côté, je n'en parlerai pas, mais par exemple, il y a eu dans ce texte aussi des particularités sur notamment la formation ou l'obligation de cotisation en matière de formation professionnelle en matière agricole. Il y a aussi l'actualisation des derniers textes du livre 3 du Code rural à propos donc, du règlement amiable agricole et 2-3 voilà, des choses qui manquaient, donc quelques je veux dire, bribes de modernité, et j'en suis fortement contente parce que ça fait bien des années que je dis attention, le Code rural, il ne faut pas oublier de le mettre à jour quand on touche les textes du Code de commerce. Donc là, c'est chose faite et c'est une bonne chose. On a récupéré le retard pris depuis très très longtemps, depuis 1988 sur certains aspects des textes. Donc c'est une bonne chose. Et puis on a aussi, alors bon, je le glisse en douce, ça n'a rien d'agricole, aussi on a une autorisation pour intervenir par voie d'ordonnance en matière de profession libérale, mais ça ne nous concerne pas aujourd'hui, en tout cas, ou alors ça va considérer les avocats, les experts fonciers et les experts comptables commissaires aux comptes qui interviennent en manière agricole. Mais disons que là, le cœur du sujet aujourd'hui, si vous me le permettez, ce sont les agriculteurs en nom propre. Donc je passerai sur ce point-là. Alors comme tous les textes dans la nouvelle méthodologie légistique, on a un rapport qui doit intervenir d'ici un an, après un an d'application de la loi. L'essentiel des textes sont rentrés en application, disons une première partie plus exactement, est rentrée en application le 15 février, notamment à propos de l'EIRL. Le reste est entré en application le 15 mai. Donc, on a eu donc aujourd'hui, tout simplement, pour vous dire tout ça, c'est entré en application, on est avec des règles de droit positif. On n'a plus à se poser la question. Alors après, on est dans un mécanisme de codification à droit constant, ce qui est pratique aussi. Donc du coup, avec les codes en ligne, automatiquement, eh bien, effectivement, les équipes éditoriales de Lexis vont vous en sortir. Vous pouvez trouver d'ores et déjà, grâce à Gris 3, les versions actualisées et à jour, non seulement des textes, mais aussi des dispositions réglementaires. Je pense notamment au décret du 14 juin, qui ne sera pas dans les codes papier, mais qui sera dans les codes en ligne. Donc voilà. Alors, simplement quelques chiffres que j'ai trouvés un petit peu pour vous planter le décor. Actuellement, tout secteur d'activité confondu, en activité partielle ou en activité principale, d'après le rapport, l'étude d'impact de la loi du 14 février 2014, on estimait qu'en agriculture, il y avait 444 000 personnes du secteur agricole qui étaient visées, qui étaient le cœur de cible de ce nouveau dispositif légal. Donc on est quand même sur un nombre de personnes assez importantes. Voilà. Alors, pourquoi, où, quand, quoi, comment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ? En fait, 10 ans, si on remonte un peu en arrière, 10 ans après la fameuse loi sur l'EIRL, eh bien, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas atteint l'objectif souhaité. Je vous mettrai dans une slide, je crois, après, vous verrez le chiffre. On n'a pas atteint l'objectif visé. Et donc, et puis en dépit des nouvelles lois, il y a plusieurs modifications, dont les plus marquantes ont été adoptées lors de la loi Pacte de mai 2019. En fait, ça n'a pas permis de relancer la création des patrimoines d'affectation URL. Donc on s'est dit, toujours avec cette culture que j'expliquais tout à l'heure du rebond, comment faire pour protéger la personne qui n'est pas en société du risque de défaillance et notamment du risque liquidation judiciaire. En fait, c'est ça. Et du coup, dans ce plan indépendant qui avait été porté par le ministre délégué au PME à l'époque, Alain Griset, qui était repris après par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui est toujours notre ministre actuel, eh bien, c'était effectivement créer un statut unique et protecteur pour l'entrepreneur individuel et faciliter, et ça j'insiste beaucoup, parce qu'en fait c'est la finalité réelle, sérieuse et profonde,
et faciliter son passage en société. Donc, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'en dehors, je veux dire, de ce qu'on connaît encore, les auto-entrepreneurs ou les micro-entrepreneurs, c'est-à-dire des activités complémentaires, indépendantes, mais qui vont vocation à rester du micro de chez micro, si vous me permettez cette expression, l'idée fondamentale de la mise en place de ces nouvelles règles juridiques, c'est créer un statut de démarrage, un statut d'amorçage d'une activité d'entreprise. Et c'est-à-dire que la véritable entreprise, et ça, c'est pas rien dans le secteur agricole, hein, j'assume complètement, je suis venue au droit rural avec le droit de l'entreprise, et comme je dis encore avec ma culture de la liberté d'entreprendre, j'assume haut et fort. Eh bien, l'idée, c'est de faire que la finalité, le but à atteindre, c'est d'avoir une activité d'entreprise exercée dans un cadre sociétaire. Et tout est fait pour favoriser, pour faciliter, pour anticiper ce basculement en société. C'est-à-dire que c'est bien de travailler tout seul, mais on va quand même plus loin. Et voilà, et je ne veux pas reprendre toute la doctrine, toute la culture des avantages de la mise en société d'une entreprise individuelle. J'ai eu la chance et le bonheur de former les étudiants du Master 2 de Mâcon pendant un certain nombre d'années avec mon cher complice, mon autre complice, Jean-Olivier Cabossel, qui est ici. Voilà, vous les connaissez tous. En fait, l'idée, c'est le passage en société. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir ce statut, ça ne doit être qu'une étape et un passage. C'est la croissance, c'est la jeunesse, c'est l'adolescence de l'entreprise. L'idée, c'est que dans notre droit, l'entreprise individuelle ne doit pas être pérenne et qu'on ne doit pas avoir des méga-entreprises individuelles. L'idée, c'est de basculer dans un cadre sociétaire. Alors, je pense qu'effectivement, en matière agricole, il va falloir peut-être un peu bouger les prismes, les façons de voir, et que, effectivement, la société n'est pas forcément aussi diabolique que ça. Donc, j'y étais. Alors, pour revoir un petit peu, alors ça, je pense que les slides, elles sont diffusables si besoin. Hein, je le dis aux organisateurs. Donc voilà, en fait, on s'est rendu compte que l'entrepreneur individuel aujourd'hui, en cas de difficulté financière, était quand même beaucoup moins bien traité qu'un dirigeant d'entreprise, et qu'à un moment donné, il fallait trouver une solution. Il se trouvait sans logement, sans ressources et sans solution sans plan B, si vous voulez. Donc, et qu'il fallait faire quelque chose. Au départ, c'est dans la culture du droit au logement. Vous voyez, on a quand même ces droits et libertés fondamentaux qui sont derrière, qui sont en trame. Hein. Et donc de dire, on n'a pas, à partir du moment où on a un entrepreneur qui n'a pas fait de faute, qui n'a pas fait de faute pénale, qui n'a pas fait de malversation, eh bien, on doit lui donner une seconde chance. Ça, c'est des choses aussi qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. Donc, il doit avoir une seconde chance dans une vie entrepreneuriale et il ne doit pas être condamné à être systématiquement, à avoir et uniquement un statut de salarié. Donc voilà. Alors l'idée a fait tout doucement son chemin. On a commencé par protéger la résidence familiale. Hein, pour la petite histoire, je fais vite. 2003, la déclaration notariée d'insaisissabilité. Ensuite, cette DNI a été élargie à tous les biens et droits immeubles qui n'étaient pas affectés à la réalisation de l'activité professionnelle. Ça, c'était 2008. Et 2015, on a la mise en place de l'insaisissabilité légale de la résidence principale, donc avec cet automatisme et plein droit à compter du fait qu'on avait une immatriculation, donc schématiquement un numéro SIRET. Donc dès lors qu'on a un numéro SIRET, quand bien même on est en auto-entrepreneur, parce que les auto-entrepreneurs, les micro-entrepreneurs, comme on devrait le dire aujourd'hui depuis le 2014, ce sont des entrepreneurs avec tout ce que ça induit comme conséquence, eh bien, ils sont protégés dès lors qu'ils ont leur numéro SIRET, leur résidence principale, et bénéficient de cette insaisissabilité légale. Alors,
Bon, ça allait pas encore parce qu'on se rendait compte que finalement on ne visait qu'une protection de biens immeubles, ça n'allait pas. Donc en 2010, on a créé l'EIRL. Alors en fait, tout simplement, l'EIRL, c'est... alors je suis pas tout à fait... je suis pas tout à fait ce que j'avais prévu. En fait, 2010, on a mis l'EIRL en place parce que c'était une demande du secteur artisanal qui ne voulait pas de l'EURL. Et CRL unipersonnel, qui est une société commerciale par la forme, et qui les faisait basculer dans la commercialité, puisque les artisans, il n'existe pas de société civile unipersonnelle, hormis l'ERL depuis 1985, mais le secteur artisanal n'a pas ce dispositif. Et les consulaires du secteur de l'artisanat n'ont pas souhaité demander la constitution et la création d'une forme civile de société qui serait l'identique de la SARL, mais de nature civile. Ils ont basculé, ils ont fait le choix du patrimoine d'affectation. Donc en fait, à l'origine du patrimoine d'affectation EIRL, c'est le réseau artisan qui était encore très, j'allais dire, très marqué par leur nature civile de leur activité. Aujourd'hui, ça, je veux dire, on doit conjuguer ça au passé, puisque avec les dernières réformes, de toute façon, ils sont en train d'être complètement englobés dans une espèce de forme de commercialité extensive, si je peux utiliser ce genre d'expression. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pacte à essayer de limiter des obstacles, suppression de l'obligation d'établir un état descriptif, suppression de l'obligation d'évaluation, assouplissement des obligations de modification du patrimoine affecté, notamment allègement des sanctions aussi en matière de procédure collective, mais tout ça un petit peu en vain, puisque fin 2021, on était à 97 000, on était à moins de 100 000 EIRL, alors qu'on avait envisagé atteindre cet objectif au départ en 2012. Donc on peut effectivement constater que le dispositif n'avait pas trop marché. Alors les leçons de cette première phase d'histoire, eh bien, c'est que finalement, quand on regarde l'évolution sur la résidence principale, on se rend compte que finalement, la vraie protection, elle est quand elle est sans formalité et de plein droit, qu'elle découle d'un statut, si je puis dire. Et c'est cette méthodologie que le législateur a repris en 2022, puisque du coup, eh bien, l'idée, on n'a plus besoin de déclaration d'affectation, on n'a pas plus besoin de publicité légale, on n'a plus besoin d'évaluation, on n'a plus besoin de détailler, et tout ce qui était un petit peu lourd. Alors, lourd, a priori, quand on est dans une petite entreprise, mais quelque part, dès lors qu'on a des documents comptables de gestion et financiers, ça n'était pas si lourd que ça, il faut être quand même honnête. Mais bon, on voit tout de suite quel est le cœur de cible qui était visé, donc on est sur vraiment de la TPE. Et bien en fait, du coup, le législateur a opté dans son plan indépendant pour cette mise en place d'un régime plus simple, plus simple, puisque de plein droit sur la méthodologie de l'insaisissabilité légale. Donc, protection par dissociation des patrimoines professionnels et personnels dès le commencement de son activité professionnelle indépendante de plein droit et sans formalité. C'est-à-dire qu'en fait, pour tous ceux qui ont commencé une activité professionnelle après l'entrée en vigueur de la loi, ça s'est fait à compter de leur immatriculation, mais attention aux pratiques, tous ceux qui avaient une activité professionnelle au jour de l'entrée en vigueur de la loi, ça s'est appliqué ipso facto, tout de suite, comme par un coup de baguette magique, sans forcément d'ailleurs que tous les entrepreneurs individuels concernés aient conscience de cette scission patrimoniale et du fait que, et Lionel vous en parlera tout à l'heure, et du coup de faire un petit peu attention entre l'existence de ces deux parties de patrimoine. Et c'est là où c'était peut-être un petit peu difficile, où j'espère que, et c'est l'avenir qui nous le dira, j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes sur les entrepreneurs qui étaient en activité au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Si je reprends l'autre... Alors j'ai parlé le front, c'était un peu un exemple d'actualité, on parle de front en ce moment à l'Est. Donc j'ai joué sur les mauvais mots.
En fait, parce que c'est un peu une rivalité, on oppose quand même, et en fait, les tenants et les apportissements de l'entreprise individuelle sans société et ceux avec société, on l'a revu encore en mars, avril, mai, hein, c'était un petit peu oui, mais non, mais c'est pas bien, enfin bon, un peu cette dispute ou cette disputatio dans la doctrine en tout cas. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, bon, la SARL unipersonnelle depuis 1985, en même temps que l'instauration de l'ERL en matière agricole, la SAS 99 aussi. Et en fait, de toute façon, quelque part, j'ai envie de dire, mais bon, on veut protéger, mais quelque part, la SARL unipersonnelle en 1985, elle n'a pas eu le succès escompté non plus. Donc, voilà. Alors, voilà, c'est là où j'ai mis la revendication du secteur artisanal. Alors maintenant, je ne sais pas si ça marchera. Donc l'idée, c'est que la mise en place d'une société unipersonnelle au moment de la création de l'activité professionnelle est aussi un échec relatif ou d'une relative inefficacité pour atteindre l'objectif recherché. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc l'idée et le fil rouge, c'est on part d'un patrimoine professionnel séparé en vue d'aller sur la création et l'apport de ce patrimoine professionnel à une société. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on envisage des opérations de transfert de ce patrimoine professionnel à une société. Et les textes sont faits pour ça, et la finalité, elle est là. Voilà. Non, je suis retournée en arrière. Alors ça, c'est ce que je vous ai déjà expliqué. Je vais aller un petit peu plus vite. Donc c'est la méthodologie. C'est pareil. Alors, à partir du moment où on va mettre en place ce nouveau patrimoine d'affectation, la question qui s'est posée aux législateurs, c'est on fait quoi de l'EIRL? Est-ce qu'on laisse ce régime continuer à fonctionner? Mais il est sûr qu'à partir du moment où on va encore imposer des formalités, des critères, des publicités, donc des publicités légales, donc des coûts, en fait, c'est évident que ça ne va pas marcher et qu'il y aura une désaffection totale. Et à force d'empiler les outils dans la boîte à outils juridiques, il arrive à un moment où la boîte, elle déborde et qu'il faut faire un petit peu du tri entre les outils efficients et les outils obsolètes. Donc, en fait, quelque part, la loi du 14 février 2022 a mis en place un phénomène d'obsolescence programmée de l'EIRL. Donc, c'est-à-dire que dans un premier temps, à partir du 15 février 2022, on n'a plus pu créer de nouvelles EIRL, toutes activités confondues. Un petit coup de pouce à cette obsolescence programmée, et donc depuis le 15 août 2022, il est impossible de transmettre, en cas de décès de l'entrepreneur individuel, son patrimoine professionnel à soit l'un de ses héritiers, ou même de le vendre à titre onéreux. Donc, il ne reste plus que les EIRL existants jusqu'au 14 février 2022, et à condition de les transférer au moyen d'une cession à titre onéreux. C'est la seule possibilité aujourd'hui de préservation des EIRL, outre bien sûr ceux qui exercent déjà dans ce cadre-là jusqu'à temps qu'ils arrêtent leur activité professionnelle indépendante ou qu'ils veuillent changer de statut. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas une abrogation, mais techniquement qu'on a une mise en extinction. C'est pour ça que j'utilisais ce petit parallèle avec le droit de la consommation, avec l'obsolescence programmée. Que penser de tout ça? Bonne, mauvaise solution? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai toujours tendance à dire que oui, effectivement, il faut peut-être favoriser, mais finalement, quand on est un bon entrepreneur, qu'on est gestionnaire, qu'on a une bonne comptabilité, qu'on sait aussi s'entourer de bons conseils, eh bien, finalement, c'était pas si lourd que ça, le URL, en étant très honnête. Bon, il y a un petit peu de formalité de publicité, mais j'ai envie de dire, de toute façon, c'est encore un leurre, puisque de toute façon, en matière de société, dès lors qu'on va avoir une modification statutaire, on va avoir des phénomènes de publicité légale, d'annonce au BODAC, et donc il va y avoir des frais aussi. Donc je pense que c'est un peu une opération de dupe.
Et je pense qu'effectivement, il y a eu cette envie de changer le dispositif et peut-être aussi un coup de pub ou un coup de com juridico-politique. Ça, l'avenir le dira. Je n'ai pas les outils et les moyens aujourd'hui de vous en dire davantage. Toujours est-il que, alors pour tout ce qui est composition, fonctionnement et problématique avec une application conjuguée avec d'autres corps de règles, comme notamment le droit rural, le droit patrimonial de la famille, je laisse tout ça entre les mains de mon cher collègue et ami Lionel. Et moi, je vais vous faire un coup de projecteur sur des modifications, je vais dire, plus techniques, mais qui ne sont pas anodines quand même. Alors la première chose, c'est que, du coup, si vous avez bien compris, chaque entrepreneur individuel, dès qu'il a son SIRET, il a un patrimoine personnel, où il a tout ce qui ne sert pas à son activité professionnelle, qui n'est pas utile, comme nous dit le texte, à l'activité professionnelle, d'une part, et tout le patrimoine professionnel qui regroupe tous les biens et droits qui sont utiles à son activité professionnelle. Je rappelle que c'est un patrimoine, donc ça veut dire qu'il y a une partie active et une partie passive, une partie biens et droits et une partie dette. Hein, voilà, ça c'est vraiment important. Et donc, dans ces deux enveloppes, si vous voulez, composées d'actifs et de passifs chacune, eh bien, en cas de difficulté financière, comment fait-on? Comment ça marche? Eh bien, le dispositif mis en place, il est assez original. Et l'idée, c'est de se dire que de toute façon, derrière tout ça, il y a une seule et même personne physique et qu'il est utile de coordonner à la fois les difficultés financières professionnelles et les difficultés financières qui n'ont pas d'origine professionnelle. On a un chef d'orchestre ici, c'est le tribunal des difficultés professionnelles, si vous me permettez cette expression, le tribunal de la procédure collective, même si on est en procédure de prévention. Mais là, les textes parlent essentiellement de la procédure collective, c'est-à-dire qu'en cas de difficulté financière, la personne, l'identité, l'autorité, si vous voulez, qui doit être saisie, c'est le tribunal. Chez nous, en matière agricole, c'est le tribunal judiciaire. Donc, en cas de difficulté financière, il faut saisir le tribunal judiciaire qui va apprécier si les conditions d'une part d'une procédure collective sont réunies et ou d'autre part si les conditions d'une procédure de surendettement sont également réunies sur la partie non professionnelle. Donc en fait le tribunal va avoir cette double casquette entre les difficultés professionnelles et les difficultés non professionnelles. En fonction de ça, eh bien, je vous ai mis il va vérifier. Et en fait, on a plusieurs possibilités. Soit il n'y a que des difficultés financières. Donc, dans ce cas-là, la partie professionnelle va bien. Elle aura certainement un effet boomerang sur le fait de l'existence de difficultés financières professionnelles. Je pense que là, il ne faut pas se leurrer. Hein. Mais en tout cas, donc, il ne sera ouvert qu'une procédure collective qui n'aura pour objectif, ou en tout cas qui n'aura comme périmètre que le patrimoine professionnel. Si le tribunal se rend compte que finalement il y a des difficultés financières dans les deux patrimoines, il reste compétent pour la partie professionnelle et la partie non professionnelle, à condition que cette scission patrimoniale soit bien respectée, nous dit le texte. Eh bien, la partie non professionnelle, le dossier, la procédure va être transmise à la commission de surendettement avec éventuellement la demande d'ailleurs du débiteur et en tout cas il en est informé. Et c'est la commission de surendettement qui traitera la partie de difficultés non professionnelles. Si la scission n'est pas bien faite et si les règles du jeu n'ont pas été bien respectées, eh bien du coup ça obligera le tribunal de la procédure collective de garder la compétence sur l'entièreté du dispositif. Et entre guillemets, on va retrouver un petit peu les choses qu'on connaissait jusqu'alors, c'est-à-dire les côtés professionnels et non professionnels traités dans un seul et même dossier par le tribunal judiciaire. On peut aussi avoir la dernière possibilité, c'est-à-dire qu'on va avoir un patrimoine professionnel qui va aller très bien, et en revanche, on va avoir un patrimoine personnel qui aura effectivement des difficultés financières.
Alors cette hypothèse, elle correspond plus exactement lorsqu'il y a des accidents de vie professionnelle. Et l'exemple type qui vient, c'est la séparation matrimoniale. Séparation, divorce, ce que vous voulez. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, eh bien, le tribunal n'ouvrira pas de procédure collective et le dossier sera transmis à la commission de surendettement qui gérera le dossier et une mesure de surendettement propre à la situation de la personne sera envisagée. Alors, du coup, c'est pour ça que je préfère, on a tendance un petit peu de plus en plus à utiliser l'expression surendettement ou mesure de surendettement et laisser tomber ce qui existait depuis 89, surendettement des particuliers, puisque du coup, aujourd'hui, on n'est plus sur un particulier, on est sur un entrepreneur individuel, et c'est la partie professionnelle non professionnelle d'un entrepreneur individuel. J'ai un autre exemple qui viendra aussi conforter cet aspect-là, qui fait qu'en fait, on a une évolution du secteur des procédures de surendettement. Je vous rappelle que ces procédures sont régies par le livre 7 du Code de la consommation. On n'est pas du tout dans le Code de commerce à ce niveau-là. Alors voilà, je vous ai mis les textes, hein, c'est ce que je viens de vous expliquer avec les hypothèses. Alors, comme disent certains, on peut avoir une procédure sur un patrimoine, sur une procédure qui englobe les deux patrimoines ou deux procédures différentes. Donc voilà, c'est un peu du sur-mesure en fonction de l'État. Maintenant, à voir ce que donneront l'application de ces textes. À ce que je sache, je n'ai pas encore entendu parler d'ouverture de procédures collectives dans ce cadre-là. Je pense que il y aura un retour sur situation d'ici quelques temps pour voir si ça marche ou si ça marche pas, si c'est un bidule complètement intellectuel et bureaucratique ou si ça correspond à un outil et une amélioration du traitement des difficultés financières de l'entrepreneur individuel. Donc voilà, je vous ai décrit, je vous ai mis un peu l'essentiel. Voilà. La difficulté, c'est lorsque, et Lionel en parlera, lorsque éventuellement un bien est susceptible d'être dans le périmètre de chacun des deux patrimoines. Et là, ça risque d'être compliqué parce que là, je vous ai fait dans le très synthétique et dans le plus simple possible. Je pense qu'on a un certain nombre de difficultés qui vont venir apparaître, notamment lorsqu'on va avoir un entrepreneur individuel qui est marié sous un régime de communauté. Je n'ai rien du tout contre les régimes de communauté, mais avec le monde de l'entreprise, c'est quand même toujours un peu compliqué. Je pense aussi à la situation des biens indivis, notamment. Alors, quant au démembrement de propriété, voilà, je pense qu'on a des modèles théoriques de questions qui vont supposer, enfin des outils qui vont supposer des questions, enfin qui vont donner lieu à des questions, pardon, auxquelles je n'ai absolument pas les réponses. Voilà, je suis très sincère avec vous. Deuxième point, et j'en terminerai à peu près sur ça, je voulais le signaler parce que ça fait partie des petites bricoles, vous savez, des petites mesures qui sont rajoutées dans ces textes que l'on ne voit pas toujours. C'est la situation de l'associé exploitant dont la société a des difficultés financières et on sait que ce n'est pas un entrepreneur en agriculture, mais que c'est un personnage qui est extrêmement présent dans le monde agricole. Alors dans le non agricole, ça correspond, l'hypothèse type, c'est le gérant majoritaire de SRL, mais en agricole, eh bien, les associés de GAEC, les associés exploitants de RL, de SCEA, enfin vous voyez, tout, donc vraiment personnage assez fréquent dans le paysage des entreprises agricoles. Donc en fait il avait une difficulté, il était au milieu du gué parce qu'il ne pouvait pas bénéficier des mesures de surendettement lorsqu'il avait un problème de caution de la société. Et il avait aussi un autre problème, c'était à l'égard de ses cotisations personnelles, puisqu'il a le statut d'indépendant en matière de protection sociale agricole. Et donc la question, c'était de savoir comment on pouvait trouver un dispositif de solution de ces difficultés financières. Alors je vous ai remis les deux évolutions, non, je crois, non, si j'avais mis, attendez, je ne sais pas si j'avais mis...
Non, je ne l'ai pas mis. En fait, si vous voulez, il y a eu 2 temps. Il y a eu un premier temps dans une loi de juin 2020 qui avait fait que les dettes qui avaient pour origine un cautionnement de la société dont il était associé exploitant pouvaient rentrer dans une mesure de surendettement. Elles étaient prises en compte pour l'établissement et en tout cas pour voir s'il était en situation de surendettement. Et deuxième modification apportée par la loi de 2022, c'est l'insertion des cotisations sociales dans ce périmètre des dettes prises en compte pour la détermination, pour savoir s'il y a ou non mesure de surendettement. Et donc ça c'est bien, c'est-à-dire que du coup ces personnes-là ne resteront pas au milieu du gué en étant ni bénéficiaires des mesures de surendettement, ni bénéficiaires des mesures de traitement des entreprises en difficulté. Donc j'allais dire que ça c'est vraiment une solution intéressante. J'ai beaucoup écrit sur ce point-là. Depuis des années. Pour moi, c'est une satisfaction intellectuelle majeure, même si ça ne va pas changer la face du monde. Mais ça, c'est l'universitaire qui parle et je vous prie bien vouloir m'en excuser. Voilà. Hein, donc ça, c'est vraiment important. C'est ce que je vais vous dire. Et d'autres, hein, parce qu'à la limite, un GFA exploitant, on peut aussi avoir la même solution. Donc en fait, c'est un personnage assez présent dans notre paysage juridique à côté des entrepreneurs en nom propre. Ça veut dire que quelque part, et j'en termine sur ça, finalement, cette loi, elle vise tous ceux qu'on a aujourd'hui immatriculés au registre des actifs agricoles, selon le cas, soit parce qu'ils sont en nom propre, soit parce qu'ils sont associés exploitants. Voilà, je vous remercie. Pour le détail, je laisse le plaisir et l'honneur à Lionel de vous expliquer pour découvrir un peu comment fonctionne ce dispositif qui est assez ardu, je l'avoue. Mais bon, on connaît les talents de pédagogue de Lionel, donc sans transition, je lui cède la parole. Merci.